Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. La crise d'origine environnementale dont je parle dans cette série de vidéos va être quelque chose de tout à fait fondamental et de permanent, du moins à l'échelle humaine. Ça ne sera pas un mauvais moment à passer, ou la fin d'un cycle dont on ressortira un jour pour recommencer à faire comme avant. Non, il va s'agir du passage obligé d'une civilisation industrielle de gaspillage qui détruit tout, à une civilisation d'économie qui va respecter les environnements qui nous font vivre, avec entre les deux une longue crise de décroissance par palier qui va faire mal et qui va durer beaucoup plus longtemps que moi ou vous. Et ça, c'est quel que soit votre âge. Cette crise environnementale est due au fait qu'au cours des derniers millions d'années, l'espèce humaine a évolué beaucoup plus rapidement que les autres espèces vivantes, et ça, c'est tant au niveau génétique que culturel. C'est bien sûr nos progrès culturels qui ont joué le rôle principal dans cette affaire-là, étant donné que l'évolution génétique prend toujours beaucoup de temps, de générations en fait, pour produire des résultats. Dans les faits, cependant, il est clair que les deux types d'évolution se sont influencés l'une l'autre, étant donné que chaque nouvelle invention permettait à nos ancêtres de se reproduire plus facilement, ce qui augmentait leur nombre et leur chance de connaître de nouvelles mutations génétiques, au niveau du cerveau notamment, ce qui rendait plus facile de faire de nouvelles inventions et de nouvelles découvertes. L'invention des premières armes a été décisive, étant donné qu'elle a fait de nos ancêtres des prédateurs dominants dans toute l'Afrique tropicale. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à détruire les environnements naturels en exterminant un par un tous leurs concurrents, animaux et humains. Dans le cas des êtres humains, on sait que ces génocides-là ont eu lieu, étant donné que de toutes les espèces humaines qui ont existé autrefois, une seule a survécu, la nôtre. Si la révolution des premiers outils a pris des millions d'années, c'est parce qu'elle a rendu nécessaire des modifications importantes du corps humain, des modifications qui étaient contrôlées par nos gènes. Par exemple, le fait de descendre des arbres où se cachaient nos ancêtres singes nous a obligés à nous redresser et à marcher sur nos mains postérieures, qui sont devenues des pieds. Pour courir et rattraper les proies qu'on faisait saigner avec nos lances, il a fallu qu'on devienne des coureurs de fond qui transpiraient beaucoup, ce qui a amené la disparition presque complète de notre fourrure de singe. Pour organiser efficacement nos chasses et pour vivre en société, il a fallu que nous développions nos centres du langage, etc. C'est tout ça qui a pris tant de temps. C'est seulement quand nos ancêtres ont commencé à ressembler à des hommes modernes qu'ils ont pu se lancer dans toute une série de révolutions purement techniques, comme la révolution du feu ou la révolution agricole, qui ont toutes eu pour effet d'augmenter notre puissance. Du coup, nos ancêtres se sont mis à réorganiser la planète en fonction de leurs propres besoins, sans se soucier du reste. C'est parce qu'il y a eu très peu de progrès humains, mais énormément de progrès techniques au cours des dernières centaines de milliers d'années, que la planète a subi des changements sans cesse plus rapides. C'est l'origine de l'accélération de l'histoire dont je parle si souvent. Il convient de noter ici que les espèces qui, encore aujourd'hui, souffrent le plus de notre présence sont précisément celles qui se reproduisent et s'adaptent le plus lentement, les baleines et les éléphants par exemple. Alors que les espèces qui se reproduisent et s'adaptent très vite s'en tirent très bien. Pensons par exemple aux rats, aux blattes, aux moules zébrés ou aux mauvaises herbes. Est-ce qu'il faut conclure de tout ça que l'humanité est une espèce nuisible qu'il vaudrait mieux faire disparaître? Absolument pas. En fait, notre espèce, avec son gros cerveau, son intelligence et ses fabuleuses capacités d'invention, représente pour notre forme de vie un véritable progrès, une percée, un espoir, un sommet qui a nécessité 4 milliards d'années d'évolution. Les destructions dont nous sommes présentement responsables sont simplement les erreurs de jeunesse d'une espèce sans expérience et qui ne sait pas trop ce qu'elle fait. Quand nous aurons appris à utiliser plus intelligemment nos facultés, nous aiderons notre forme de vie à quitter la planète Terre et à se répandre à travers l'univers. Nous serons alors devenus des moissonneurs du cosmos qui créeront un peu partout des jardins et des écosystèmes qui auront très vite fait de s'adapter à une multitude de nouveaux milieux. Mais tout ça, c'est très loin dans le futur parce que pour l'instant, les générations présentes doivent trouver le moyen de survivre à la gigantesque crise de décroissance qui va bientôt nous tomber dessus.
C'est bel et bien d'une crise de décroissance généralisée dont il s'agit. L'effondrement des environnements naturels qui nous font vivre est devenu trop évident pour que nous puissions encore en douter. Les forêts tropicales brûlent vraiment. Notre surpêche est vraiment en train de vider les océans. Des millions d'espèces vivantes sont en déclin ou en train de disparaître. La pollution de l'air, de la terre, de l'eau et des nappes phréatiques est une réalité incontournable. Ce ne sont pas des histoires de bonhommes 7 heures que racontent des amateurs de grenouilles, comme essaient de nous faire croire nos industriels. De nos jours, tellement d'énergie est libérée sur Terre, les choses se passent tellement rapidement que l'accélération de l'histoire a fini par nous rattraper et par nous dépasser. Un peu partout, nous rencontrons des limites physiques à notre développement. Par exemple, après être descendu très lentement du centre des continents vers les côtes, par suite des différentes révolutions technologiques que nous avons connues au cours des derniers 10 000 ans, nous nous retrouvons de plus en plus concentrés par milliards dans une foule de métropoles qui sont situées sur le pourtour des océans, c'est-à-dire dans des cul-de-sac où toute nouvelle progression est impossible. Comme nous l'avons dit dans la dernière vidéo, nos technologies industrielles ont complété leur tour du monde et la pollution qu'elles produisent a commencé à tous nous empoisonner. Nos populations, notre espérance de vie, notre confort, nos gaspillages et notre endettement ont partout atteint des niveaux records. Ça fait longtemps que nos savants, nos intellectuels et nos artistes ont compris tout cela et qu'ils tentent de nous en avertir dans toute une foule de rapports, de documentaires et d'œuvres de fiction, mais en vain. Il est vrai que de nos jours, notre indifférence traditionnelle a fait place à une angoisse diffuse étant donné que tout le monde peut voir qu'on est désormais obligé de vivre au milieu de nos déchets. Les gens ont compris que le moment approche où nous allons devoir payer nos dettes environnementales. Il est possible que nous puissions retarder ou même ralentir la crise de décroissance dont je parle, mais on ne pourra pas l'empêcher, étant donné que le problème de base auquel nous devons faire face, c'est le fait que notre monde industriel pollue pour aller chercher des matières premières, pollue pour les transformer en produits finis, pollue pour les consommer, pollue pour s'en débarrasser. Jamais un cycle n'est recréé, ce qui fait que nos environnements ne peuvent plus absorber toute notre pollution et meurent les uns après les autres. On peut résumer le problème avec une équation simple. Notre impact environnemental global est égal à l'effet de nos technologies, multiplié par l'effet de notre consommation, multiplié par l'effet de notre production, multiplié encore par l'effet de nos populations. Or, tous ces éléments-là sont présentement en croissance. Pour rétablir un équilibre viable entre notre civilisation industrielle et nos environnements naturels, le plus simple serait bien sûr de réduire les effets négatifs de nos technologies, d'autant plus que ce sont précisément nos technologies qui nous ont permis au cours des millénaires de multiplier notre consommation, notre production et nos populations. Malheureusement, la vaste majorité de nos technologies sont polluantes. En fait, même les technologies qu'on nous présente de nos jours comme étant respectueuses de l'environnement le sont par hasard, étant donné qu'elles ont toutes été développées pour faire des profits. Je pense par exemple aux barrages hydroélectriques ou encore aux technologies modernes de l'information qui permettent de déplacer d'immenses quantités de données à un prix dérisoire. En un mot commençant, nos technologies propres ont des centaines, voire des milliers d'années de retard sur nos technologies sales. On a donc beaucoup de pain sur la planche de ce côté-là, surtout si on considère le fait que, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, nous allons désormais avoir beaucoup de mal à trouver suffisamment de capital pour financer les recherches les plus indispensables. Dans ces circonstances, le plus efficace et sûrement le plus rapide serait de s'attaquer au deuxième membre de notre équation, c'est-à-dire en réduisant notre consommation globale. Ce sera très efficace étant donné que dans une économie capitaliste, c'est la demande qui guide le marché et qui décide de ce qui est produit dans les usines. Or, il existe un moyen simple, rapide et efficace de réduire la demande de n'importe quel produit manufacturé. Il suffit d'en augmenter le prix en y ajoutant tous les coûts environnementaux reliés à sa production. Le problème avec cette solution-là,
c'est que l'idée d'appauvrir la population n'est pas du tout populaire, surtout dans notre ancien tiers-monde où des milliards de pauvres croient que c'est enfin leur tour de goûter à tous les bonbons de la société industrielle. Il est donc certain que la décroissance dont on parle va se faire dans une parfaite anarchie, une anarchie qui sera en fait guidée par les lois de la biologie qui vont simplement reprendre le contrôle de notre histoire. C'était comme ça, il y a des millions d'années, avant que nos ancêtres singes ne descendent de leurs arbres quelque part dans l'Afrique tropicale. Or, la loi la plus importante de la biologie, c'est la loi de sélection naturelle qui favorise systématiquement les individus les mieux adaptés à leur milieu. Dans le cas d'une crise de décroissance qui va toucher l'ensemble de l'humanité, les mieux adaptés seront, entre autres, tous les petits filous qui connaîtront tous les trucs possibles et imaginables pour s'enrichir aux dépens d'autrui. Au cours des dernières décennies, nos industriels en ont fait partie, étant donné qu'ils ont évité de payer leurs coûts environnementaux en déménageant leurs usines les plus polluantes dans des pays pauvres où les environnements étaient encore relativement sains. Au cours de la crise des subprimes de 2008, nos financiers en ont également fait partie, étant donné qu'avec l'aide des gouvernements, ils ont créé d'immenses dettes nationales que vous allez devoir rembourser et qui ont surtout servi à sauver leurs banques et leurs multinationales en faillite. En prévision de la prochaine crise financière, les banquiers ont obtenu des gouvernements qui passent des lois qui vont les autoriser à voler l'argent de vos comptes de banque. Enfin, quand le besoin s'en fera sentir, les banquiers privés qui contrôlent nos banques centrales vont pouvoir inonder le marché avec des milliers de milliards de dollars qu'ils auront créés à partir de rien du tout. L'hyperinflation que ça va créer va avoir pour effet de réduire à presque rien la valeur de nos immenses dettes publiques et privées, mais ça va aussi et surtout avoir pour effet de vous les faire payer indirectement en réduisant également à presque rien la valeur de tout ce que vous posséderez. Autrement dit, les riches qui vont avoir mis leurs biens en sécurité à temps vont devenir plus riches et les pauvres plus pauvres. Remarquons que, pour éviter de se faire massacrer par des émeutiers, les classes dirigeantes d'une société en crise s'arrangent toujours pour aider les pauvres qui habitent tout près d'eux en se servant de tout ce qu'ils volent à gauche et à droite. C'est pour ça que quand il y a une famine ou une révolution, les États se dépêchent d'organiser le pillage des campagnes pour nourrir les miséreux de leur capital, où on voit vite apparaître des soupes populaires et des services d'aide aux plus pauvres. Notons ici que les riches ne nous ont jamais fait de cadeaux. Si au cours du dernier siècle, les classes moyennes des sociétés industrialisées ont pu profiter d'un très bon niveau de vie, c'est parce que leur savoir et leur expertise les rendaient indispensables. De la même façon, si on trouve des hôpitaux gratuits pour les pauvres, même dans les pires dictatures, c'est pas parce que les malades, les vieux, les handicapés sont dangereux, ils peuvent pas se défendre. C'est parce que partout, les riches ont très peur des épidémies. Une des conséquences de la loi de proximité dont je suis en train de parler, c'est qu'au cours de la longue crise de décroissance qui s'en vient, la richesse aura tendance à diminuer en s'éloignant des endroits où vivront les riches et les puissants. La situation sera donc encore relativement confortable dans leur capitale pour rapidement se détériorer dans les campagnes environnantes, puis dans les régions éloignées, puis dans les régions très difficiles d'accès, celles qu'habiteront les Inuits par exemple. Et ce sera encore pire dans des pays très lointains comme la Bolivie, le Niger ou la Mongolie, qui ont toujours été très pauvres parce qu'ils n'avaient pas un accès direct aux océans. Je rappelle en passant que l'aide internationale, les secours alimentaires fournis en cas de famine et les recherches médicales faites pour vaincre des maladies tropicales comme Ebola, la dengue ou la malaria proviennent tous des pays riches. On imagine les catastrophes que créera l'arrêt de l'aide internationale et des recherches médicales de nature humanitaire sur un continent déjà très appauvri comme l'Afrique. Dans l'avenir, la décroissance obligée de nos consommations va partout nous forcer à devenir beaucoup plus économes. Du coup, les plus graves problèmes du monde actuel auront tendance à être réglés près de leur source, c'est-à-dire là où ils sont les plus désagréables. Je pense bien sûr à la surpopulation de l'Afrique ou du Bangladesh,
à la pollution industrielle massive de pays surpeuplés comme l'Inde ou la Chine, ou à la détérioration accélérée des terres agricoles dans les trois Amériques par suite de l'utilisation intensive d'engrais et de pesticides artificiels. Et je n'ai pas parlé de la situation explosive qui perdure dans ce véritable centre du monde que représente le Moyen-Orient pétrolier. Dans les pays riches où le gaspillage est presque devenu un mode de vie, beaucoup de choses vont alors disparaître, en commençant par notre surconsommation, nos voyages dans le sud et des endroits surréalistes comme Disneyland ou Las Vegas. Presque plus personne ne suivra la mode, cette stupide habitude qui consiste à remplacer des objets en parfait état par de plus récents uniquement pour impressionner le voisin. Notre consommation de viande et de sucreries va alors diminuer, de même que notre tendance à l'obésité, alors que le jardinage et l'autoproduction vont redevenir populaires. Quant à notre décadence, avec ses valeurs inversées et son sex and drugs and rock and roll, ils vont vite être remplacés par des modes de vie basés sur le travail et l'économie. De toute façon, les travailleurs vont alors être rémunérés en fonction de leur utilité, non pas en fonction de leurs droits ou de quoi que ce soit d'autre. Enfin, comme nos gouvernements et nos fonds de pension auront fait faillite, la famille va vite redevenir le principal filet de sécurité sociale de toute l'humanité. L'Amérique du Nord en particulier va alors subir une véritable révolution culturelle, étant donné que depuis 4 siècles, ses habitants se sont enrichis en dilapidant les ressources d'un immense continent neuf et presque vide. Par exemple, le chômage de masse va presque certainement mettre un terme, probablement définitif, à l'immigration massive, ce qui, pour la première fois, permettra à ces populations de se débarrasser des coûteux problèmes du multiculturalisme en créant des nations de plus en plus homogènes et efficaces, c'est-à-dire des nations qui vont créer le maximum de richesses en réduisant les conflits, les pertes et la pollution produite. Je rappelle que c'est précisément la raison pour laquelle les peuples ont toujours persécuté leurs hérétiques, leurs dissidents ou leurs révolutionnaires. Ça en sera également fini du culte de l'automobile et des voyages d'agrément avec toutes leurs coûteuses conséquences. Parce que la plupart des routes ne seront plus réparées faute d'argent, c'est déjà le cas, les banlieues éloignées vont se dépeupler de même que les grandes villes. En fait, la population va avoir tendance à se disperser sur le territoire pour se regrouper autour des endroits où il y aura du travail et de la nourriture. Comme le besoin d'économiser sera devenu une obsession, le gouvernement de Washington pourrait décider de corriger les anomalies géopolitiques qui ont été créées au cours de la conquête de l'Ouest, une conquête qui s'est faite dans le sens Est-Ouest sur un continent où la géographie est de sens Nord-Sud. Pour réaliser ces économies-là, le gouvernement de Washington pourrait redessiner la carte du continent de façon à faire coïncider les frontières des nouveaux États avec des frontières naturelles comme des cimes de montagne par exemple. L'idée ici serait de regrouper sous des administrations uniques et efficaces les régions économiques naturelles du continent. En géopolitique, on appelle ça des pays naturels. On en reparlera dans de futures vidéos. La diminution de notre consommation globale et de tous les gaspillages possibles et imaginables aura aussi pour effet de diminuer de beaucoup notre production industrielle, ce qui représentera un nouveau gain pour nos environnements en déclin. Cette diminution de production sera forcément importante puisque partout sur la planète, les gisements de matières premières facilement accessibles ont déjà été exploités à fond. De nos jours, il faut produire une quantité énorme de pollution pour exploiter ce qu'on appelle les roches-mères, c'est-à-dire des gisements où les hydrocarbures et le minerai sont éparpillés parce que la nature n'a pas encore eu le temps de les concentrer. Le pétrole est un exemple typique, puisque ça fait très longtemps qu'on n'en trouve plus à proximité de la surface ou près des marchés, comme c'était le cas au 19e siècle en Pennsylvanie. Avec la croissance sans fin de nos économies, on est désormais obligé d'aller en chercher des quantités sans cesse plus importantes sous les glaces des pôles, dans des mers profondes ou dans des sables bitumineux.
Or, tout cela est extrêmement polluant pour les océans, pour les terres et pour les nappes d'eau souterraines. Ce que, évidemment, les producteurs de pétrole essaient de nier parce qu'ils ont très peur qu'on les oblige à payer pour les dommages qu'ils causent. Il faut dire que dans certains pays, ça serait dangereux pour eux de faire autrement, étant donné que dans les pays de la péninsule arabique, par exemple, des populations en augmentation constante ont pris l'habitude de la vie facile que leur procurait la vente de pétrole à bas prix. On pourrait faire le même genre de remarques pour la plupart des matières premières, y compris pour l'eau potable et l'air pur. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de l'élément le plus déterminant pour l'avenir de notre planète, à savoir le nombre présent et futur des êtres humains. Vous allez voir, ça va être très intéressant. Je vous remercie à l'avance de recommander cette vidéo autour de vous. À la prochaine!